Bienvenue, bonjour, bienvenue dans la quotidienne. Nous recevons aujourd'hui Yann Turmine, notre chroniqueur, agronome, très impliqué également chez Belle-Île. Et ça tombe bien puisque nous allons écouter, avant d'échanger avec Yann, une chronique qui est passée il y a quelques mois maintenant, en fait, en 2021, sur une radio régionale et qui va être diffusée maintenant un peu plus large, puisque nous avons maintenant 14 radios FM qui nous reprennent. Donc il est important d'entendre certains sujets qui ont été abordés au fil des derniers mois. Et là, il s'agit de Stéphane Michaud, qui travaille effectivement chez Belle-Île. Est-ce qu'on dit comme agronome, technicien agronome? Stéphane est technicien. Technicien. Et on va le retrouver comme ça de temps en temps au cours de la saison d'automne et d'hiver, avec ses chroniques, où il va nous expliquer des choses un peu plus techniques. Et qu'on va vous expliquer par la suite avec Yann Turmine. Ça nous permet d'ailleurs de ressusciter un collaborateur, Éric Bernard, puisque les entrevues de Stéphane Michaud ont été réalisées au départ avec Éric Bernard, qui a été directeur studio ici pendant 5 ans. Donc on ressuscite Éric Bernard ce matin et on écoute Éric Bernard et Stéphane Michaud qui vont nous parler de l'autosuffisance en production laitière. Et on se retrouve après une petite pause publicitaire avec Yann par la suite. Du matin, la prétention, c'est de vous sensibiliser. En fait, de faire un peu d'éducation, de jaser agriculture. Puis j'ai rencontré un gars, moi, une couple d'années comme ça, un passionné de l'agriculture, qui s'appelle Stéphane Michaud. Il habite à Saint-Pacôme. Il est conseiller, représentant, avec toute une équipe qui s'appelle Belle-Île. Les gens de Belle-Île prônent l'autonomie, l'autosuffisance à la ferme. Ils vont vous donner toutes sortes de trucs pour que vous soyez capable de faire pousser des trucs que vous allez donner à votre bétail, puis vous autosuffire en ayant, j'ose dire, le moins d'entrants possible, mais c'est peut-être pas tout à fait ça. Stéphane a une bien meilleure version de la chose. Comment ça va, mon ami Michaud, au matin? Oui, parce que j'écoute de la musique, puis je me trompe toujours depuis tôt. C'est pas nécessairement votre endroit, mais comment ça va, mon ami Michaud? Au matin, on recommence. Oui, ça va très bien, Éric. Mais c'était pas mal ça, hein, quand tu parlais de moins d'intrants. C'est ça l'objectif. C'est pas mal ça, hein? C'est d'essayer que le producteur s'autosuffise le plus possible. Il y a Martin qui m'écrit une charade, non pas ce matin, parce que Stéphane en a beaucoup à nous dire. Puis voilà pourquoi, ce matin, on va créer de l'attente jusqu'à demain. Mais moi, en fin de semaine, je jasais avec du monde, Stéphane, puis des fois, on se dit, comment ça se fait qu'on n'a plus de vaches qui sont dans les champs, les vaches sont pas au pâturage, les vaches sont entravées, les vaches sont attachées, oui, effectivement. Mais ce que je jasais avec ces gens-là, c'est qu'on a le pouvoir, nous, comme consommateurs, là, on a accès dans notre épicerie, le Métro Lebel à la Pocatière, le Maxi à Montmagny, le IGA, appelez-le comme vous voudrez, vous avez tous accès à la petite section bio. Puis là, mon ami Stéphane Michaud, dis-moi si je me trompe, là, mais quand moi, je fais le choix d'acheter un 2 litres de lait bio dans la section bio, j'oblige le producteur laitier envoyer ses vaches au pâturage. C'est dans le cahier de charge. S'il veut produire du lait bio, il n'a pas le choix. Il est obligé d'envoyer les vaches manger du foin au champ. Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait ça. Dans le fond, tu sais, les gens aimeraient ça voir les vaches aller à l'extérieur. Faut comprendre qu'avec l'augmentation de la grosseur des fermes, il y a plusieurs fermes que c'est très compliqué à faire à cause de la disposition des champs et ainsi de suite. Par contre, puis on aimerait bien ça que ce soit fait, mais moi, ce que je vous dis, c'est que présentement, le lait bio, les vaches sont obligées d'aller à l'extérieur au moins 3 mois par année, dans le mois de juin, juillet, août, où il y a vraiment de l'herbe qui pousse dehors. Puis c'est pas rien qu'il faut qu'il aille dehors, il faut qu'il aille manger de l'herbe qui a poussé dehors, qui est vivante encore. Donc, du vrai pâturage. Ça coûte légèrement plus cher, mais si c'est ce qu'on veut, il y a moyen un matin de l'avoir. Légèrement plus cher, c'est quoi? C'est-tu de l'ordre de 50 cents, 1 piastre, 2 piastres, un 2 litres de lait? Je sais même pas par cœur, mais je pense que c'est autour de 1 piastre du 2 litres de plus. Ben, tu sais, c'est que si on voudrait imposer ça à tous les producteurs, là, écoutez, il y a des coûts, là, donc c'est un peu utilisateur payant, là. Bon, c'est ce que vous voulez, c'est possible. L'affaire, moi, à matin, Stéphane, là, puis je veux pas dire à des gens obligés ou pas obligés, c'est qu'on a le loisir de choisir, mais si on le sait pas, tu sais, par exemple, à l'épicerie, là, parce que j'en apprends des choses en agriculture, moi, la pinte de lait en carton, OK? Si elle n'a pas de bouchon en plastique, elle est assujettie sur la loi sur le prix minimum-maximum du lait. Mais dès qu'il y a un bouchon en plastique, ça devient un produit de spécialité. Un lait de soya, un lait de coconut, un lait d'amande, un lait de ce que vous voudrez. Mais le lait vendu aux côtés du AgroPure, je sais pas si c'est ça la marque, là, dès qu'il y a un bouchon, il est plus assujetti. Donc, le prix est augmenté à cause d'un bouchon de plastique. C'est-tu vraiment ce que vous souhaitez, encourager un bouchon de plastique? Là, rendu là, c'est du marketing puis de l'emballage. Là. Mais si on le sait pas, Stéphane, si les gens ne le disent pas... Moi,
Moi, c'est sûr que j'aime bien ça acheter des laits de spécialité, mais qui correspondent à des valeurs qu'on recherche. Là. Ben oui, la petite vache bleue, là, hein, la petite vache bleue qu'on retrouve, c'est peines de carton, là. Ça prouve que c'est du lait qui a été fabriqué au Québec. Mais dans, mais dans le lait qu'on boit, c'est pas mal tout ça. C'est surtout dans les produits transformés qu'il faut la chercher parce que c'est là que c'est plus facile de mettre des ingrédients qui viennent pas d'ici. C'est ce que j'allais dire. On est-tu obligé de mettre un petit logo sur une peine de lait alors qu'on a une gestion de l'offre qui empêche tout lait extérieur d'entrer au Québec? C'est correct de le faire connaître, le logo. Mais moi, je pense que de temps en temps, il faut le répéter. Puis je vais le faire. Là, le lundi matin, je profite de ta présence. Là. La rangée aux côtés du lait normal, c'est le lait bio. Et ça oblige le producteur. Puis il est bien content, le producteur laitier. Hein? C'est un bel ouvrage, là. Vas-y. Mais c'est pas juste ça. C'est beaucoup moins d'utilisation d'antibiotiques, pas d'utilisation d'herbicides non plus. Ah va être dit, c'est le temps de le dire. C'est ça. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment un plus-value. Puis c'est toutes ces manières de faire là, je suis obligé de dire que ça nous maintient à savoir cultiver sans engrais, sans pesticides, sans hormones, comme on faisait il y a de ça quand même assez longtemps. Puis ce savoir-là, il doit rester parce que c'est pas vrai que c'est intéressant d'être à merci de ces multinationales-là qui produisent tous ces produits-là. C'est pas normal, à un moment donné, qu'on se retrouve à la merci de deux grandes entreprises qui transforment du poulet, puis quand ils décident de faire la grève, on n'a plus de poulet, là. C'est pas normal, là. Non, c'est dangereux. Oui, effectivement. C'est ce que je me dis, puis moi, je vais être de ceux qui vont le répéter. Bon, c'est pas de ça, tu voulais nous jaser de quoi, toi, matin? Je voulais vous jaser. Vous voyez, quand vous allez faire le plein, ces temps-ci, là, il y a des hausses de prix extraordinaires là, sur les carburants. Oui. Au niveau des céréales, on vit des hausses de prix à peu près tout aussi fulgurantes. Puis dans le fond, c'est que depuis le début des années 2000, les carburants et les céréales sont quand même assez liés par l'utilisation qu'on fait de grains pour faire de l'éthanol. Ça a un effet quand même un peu rassurant parce que la journée qu'on voudra avoir moins de chances de manquer d'aliments, on pourra arrêter de brûler des céréales pour faire rouler des autos. Ah. On pourra se mettre à les consommer là, comme on faisait avant. Ça pourrait avoir un impact quand même assez majeur sur le prix des céréales. Puis c'est comme une réserve qu'on se garde si on veut, là, parce qu'il y a pas mal de grains qui s'en vont à l'utilisation d'éthanol, à la production d'éthanol de ce temps-là. Oui. Mais si on revient au niveau de la ferme laitière, c'est que là, avec ces hausses-là, il y a beaucoup de fermes qui sont tentées de vouloir semer plus de céréales pour en avoir moins à acheter. Là, comme on disait tantôt, chez Belle-Île, on essaie de promouvoir l'autosuffisance. On pourrait penser que c'est exactement vers ce à quoi on pourrait inciter les gens là, à aller. Par contre, avec une vache laitière, ce qu'on essaie de rappeler aux gens, c'est que la vache est un ruminant et la meilleure manière de diminuer notre consommation de grains ou de céréales pour produire du lait, c'est vraiment d'être capable de produire des fourrages qui vont nous permettre d'en donner moins de ces céréales-là. Donc, la clé d'améliorer notre autosuffisance à ce niveau-là ne passe pas par la production de céréales, passe par la production des fourrages qu'on veut faire, qu'on a besoin de faire pour y arriver. Hey Stéphane, des fois, je suis très concentré, je t'écoute, là. Mais c'est pas. Mais il me semble que ça va de soi, là. Les vaches, on le disait tantôt, ils mangent pas juste du fourrage. Ça a bien l'air que non. Non, mais regardez concrètement, il y a environ une quinzaine d'années, la majorité de mes clients donnaient plus que 10 kilos par jour de céréales par vache. En pourcentage, ça donne quoi à peu près? Ça donne environ 50 % de ce que les vaches mangent. 40 % de ce que les vaches mangent. Alors, 40 % de ce que les vaches mangent dans une journée? Dans sa journée. C'est ça. Okay. Présentement, 15 ans plus tard, la majorité de mes clients, les vaches consomment de 3 à 5 kilos de céréales par jour. C'est plus que la moitié moins. OK. C'est quoi ce qui est intéressant? Le complément d'alimentation, c'est quoi? Ils mangent quoi d'autre? C'est de l'ensilage de foin. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que les fourrages ont un potentiel de rendement de 2 à 8 fois plus élevé que les céréales, selon les climats. Donc, quand je suis capable d'en donner plus à manger en maintenant les mêmes productions, en ayant corrigé qu'est-ce qu'on fait point de vue fourrage pour y arriver,
ça nous permet d'avoir pas mal moins grand en culture pour alimenter les mêmes vaches. J'espère que les gens ont compris. Donc, dans un contexte que tout vaut cher, moins qu'on cultive grand par kilo de gras qu'on produit, bien plus que ça laisse des surfaces pour produire autre chose. Puis de ce temps-là, tous les produits agricoles ont une extrêmement grande valeur. Donc, c'est intéressant de se libérer des surfaces pour être capable d'augmenter la quantité totale d'aliments produits. On ne cultive pas encore sa lune, là. La terre est limitée. Ouais. C'est curieux parce que ce que tu me racontes un matin, moi, il me semble que ça va de soi. J'aurais tendance à croire que les vaches mangent pas mal plus de fourrage, de foin que de... Non, mais ça vient... Oui, mais pourquoi qu'on en est venu à ça, puis on est complètement en train de revenir à comme il y a environ 60 à 80 ans, ouais. C'est que après la Deuxième Guerre mondiale, quand on a amélioré notre capacité à faire des engrais, des herbicides, puis à mieux comprendre comment semer, puis à améliorer la génétique des céréales à haut rendement comme le maïs, on en est venu à un moment donné que les céréales coûtaient moins cher à acheter que ce que ça coûtait produire des fourrages. Ah, OK. Mais ça a été une certaine période. Depuis 2008, on est revenu à l'inverse. Les céréales coûtent plus cher que ce que ça coûte produire des fourrages. Puis, l'écart est de plus en plus grand. Donc, on se ramasse dans une situation qui a 2 générations de producteurs qui sont devenus hyper habiles à produire avec des céréales et que là, on doit réapprendre à produire avec des fourrages. Mais il y a 80 ans, on n'avait pas les rendements laitiers qu'on a aujourd'hui. Donc, il faut réapprendre tout en améliorant ce qu'on faisait il y a 80 ans. Hey, je te pose une question qui n'était pas prévue, OK? Il y a 80 ans, mettons, là, l'espérance de vie d'une vache laitière, c'était quoi à peu près? 10-12 ans. OK. Tabarnouche. C'est quoi l'espérance de vie d'une vache laitière à matin? 4 ans. Et puis, tu vois... La réponse est toute là. Non, mais vraiment toute là. Et la vache, il y a 80 ans, elle faisait environ 3 fois moins de lait que présentement. Ah, fait qu'on on a juste accéléré le cycle. Oui, mais est-ce que le taux de gras, là, on va tomber dans les affaires complexes, parce qu'aujourd'hui, Saputo puis Lactancia, ils achètent du gras. Hein? Ils n'achètent pas du lait, ils veulent juste le gras du lait. Et il était combien, le taux de gras, à l'époque? Ben, ils le mesuraient pas, mais dans ce temps-là, les gars, ils vendaient du lait écrémé. Ils l'écrémaient tout à la ferme, puis ils vendaient de la crème, donc il y avait tout un produit égal. Est-ce qu'on traite mieux nos vaches laitières aujourd'hui? On peut pas dire ça pour tout le monde, je pense. Hein? C'est surtout non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça l'histoire. C'est qu'on n'était pas du tout dans le même contexte. Écoute, il y a 80 ans, l'hiver, on les tirait pas, les vaches, parce qu'on n'avait pas le fourrage pour faire du lait à l'année. On faisait du lait seulement dans les périodes de pâturage et on entreposait le gras sous forme de beurre pour en avoir toute l'année. Écoutez, ça se compare même pas. Là. C'est le fun, Stéphane. Tu nous apprends beaucoup de choses. On me pose une question. Pour le lait bio dont on parlait tantôt, c'est quoi le transport de ce lait-là? Il peut pas être transporté dans les mêmes vannes, là? Ils ont leur propre run de lait. Ah oui? Le producteur de lait bio, c'est pas le même camion qui va chez lui que chez son voisin qui est conventionnel. Évidemment, on peut pas mélanger. Ça n'aurait pas d'allure. Non, mais c'est pas mélangé non plus. Il y a la run de lait bio, la run de lait conventionnel, les usines qui veulent transformer du lait bio pour avoir des produits bio. Et ils ont leur chaîne à eux. Dans le fond, ils ont leur ligne de production. Ils reçoivent les ventes de lait bio. Puis c'est une ligne complètement bio jusqu'à l'emballage à la fin. C'est remis dans les mêmes camions pour le livrer à l'épicerie, mais chacun dans le contenant. Toi, est-ce que tu encourages tes producteurs à aller vers le bio ou t'aimes mieux le conventionnel? Non, ça fait plusieurs années que j'achète du lait bio. Parce que ça rejoint plus mes valeurs. C'est pas une question de différence de goût, c'est une question que ça rejoint plus mes valeurs. Mais les producteurs avec qui tu travailles, est-ce que tu les encourages dans ce sens-là? Ça dépend des situations. Il y a des gens qui ont une situation pour, oui, faire une transition bio, puis d'autres gens que ce serait beaucoup plus difficile. Puis l'autre affaire, présentement, il y a une liste d'attente, les producteurs bio. Il y a des gens qui voudraient être bio, puis qu'on n'a pas besoin de ce lait-là présentement. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est qu'on n'a pas besoin de ce lait-là présentement. Il y a des fermes qui sont certifiées bio, puis le lait est vendu conventionnel parce qu'il y a présentement pas assez de demande pour du lait bio. Donc, on est capable d'en acheter plus, il y en a disponible en masse. Eh bien. Nos discussions sont très enrichissantes, mon ami Michaud. Je te remercie à chaque lundi matin de nous éduquer un peu mieux sur les choix qu'on peut faire en agriculture. On se reparle lundi prochain, Stéphane. Merci. Il n'y a pas de problème. Salut, bonne semaine. Stéphane Michaud de l'équipe de Belle-Île, il est avec nous tous les lundis, quelques minutes avant le coup de 7 heures.
Alors voilà, c'était Stéphane Michaud et Éric Bernard qui nous parlaient de l'autosuffisance en production laitière, chronique fort intéressante où il s'est dit beaucoup de choses. On va essayer d'analyser ça un petit peu avec Yann Turmine, notre chroniqueur agronome. Pardon, on va quelques secondes à la pause publicitaire avant d'en venir avec Yann. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur René Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur René Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. Alors Yann, bon retour dans la quotidienne. Salut Yannick. Tu as entendu Stéphane Michaud et Éric Bernard avec toutes ces questions assez pointues parfois quand même. C'est plaisir de les re-entendre. Et tout à fait. Ça c'est de la matière intéressante de l'année 2021 qu'on va réutiliser régulièrement, comme je le disais. On a compris une chose, c'est que le concept de l'autosuffisance alimentaire, c'est un concept très cher à la compagnie Belle-Île, dont tu es l'un des représentants. Est-ce qu'on peut dire que l'autosuffisance en production laitière, c'est aussi un premier chemin vers l'agriculture durable? Absolument. D'ailleurs, c'était un peu la volonté à l'époque, là, quand on s'est mis quand même un groupe, puis on réfléchissait un peu comment on voyait l'agriculture, puis c'est ça qui avait ressorti pour nous autres, là, puis je pense pour beaucoup de monde, là, pour beaucoup de producteurs. Une des façons de rendre durable son agriculture, c'est d'utiliser au maximum et à l'optimum les ressources qu'on a sur la ferme, qui sont essentiellement des terres. C'est un peu l'opposition là, dans les années 70 qui a été très populaire, là, ce qu'on appelait les fermes hors sol. Tu sais, on disait, je me rappelle, c'est ce que j'ai appris à l'école, t'es bon dans les cultures, tu fais que des cultures, t'es bon dans la production animale, tu fais que des animaux. Puis le marché se prêtait à ça, c'était aussi une philosophie. Ça a conduit l'agriculture occidentale où est-ce qu'on va aujourd'hui, c'est peut-être des problèmes d'environnemental puis de durabilité, parce qu'il n'y avait plus ce contact-là. On s'est beaucoup accroché aux intrants, en fait. Oui, c'est ça. Bien, ça a favorisé les intrants là, qui étaient nés de l'extérieur. Et là, c'est un peu le balancier qui revient. Puis là, on s'aperçoit qu'il faut peut-être voir la ferme plus dans son ensemble, d'être le plus autosuffisant. Ça veut dire que culture, animaux, c'est comme un grand cycle là, où c'est que ce qui est produit en végétal pour la ferme, ça permet de nourrir des animaux. Le fumier qui est produit, parce que le sous-produit de l'élevage, chez les fumiers, bien, les fumiers servent à engraisser les cultures qui servent à nourrir les animaux. C'est comme un écosystème. C'est un écosystème. Et on s'aperçoit que quand on rentre dans un écosystème comme ça, bizarre, la santé des sols s'améliore, la durabilité des sols, même les produits, on s'aperçoit que les cultures, d'un seul coup, beaucoup moins de maladies, moins de mauvaises herbes et tout ça. Puis on s'aperçoit aussi que les animaux, ils sont moins malades, moins besoin de médicaments. Alors quand on arrive à cet équilibre-là où c'est que on voit, d'un seul coup, il y a un paquet de problèmes qu'on connaissait avec des intrants qu'on avait parce qu'en fin de compte, on essayait d'imiter la nature sans nécessairement l'imiter. Mais ça, je dirais que chez Belle-Île, vous avez eu cette vision il y a très longtemps, en fait, de cet écosystème, de l'autosuffisance à la ferme. Vous êtes une des compagnies précurseurs au Québec, en tout cas dans ce domaine. Mais est-ce qu'on peut dire au Québec que ça s'est révélé réellement pendant la pandémie? Parce que pendant la pandémie, il y a quand même une coupure de la chaîne d'approvisionnement. Entre autres, on entend beaucoup de producteurs dire les intrants sont plus... D'abord, maintenant, ils coûtent trop cher, mais avant, ils n'étaient même pas là. Parce que quand il y a eu la situation, la pandémie et la situation géopolitique ont créé une dynamique que finalement, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde se tourne
pas un petit peu vers ce discours? Oui, bien, tout le monde se tourne, tout le monde va devoir se tourner, puis Stéphane Michaud l'a mentionné. La grande cassure, là, si on pourrait appeler ça comme ça, là, le changement de paradigme, là, ça a été 2008. 2008 aussi, qu'il y a eu la flambée des céréales. Il y a eu cette déconnexion entre le prix des céréales, puis le prix des intrants, puis de la production animale. Pourquoi? Parce que l'Asie s'est réveillée de plus en plus en demande de céréales, puis c'est quelque chose qu'on voyait arriver tranquillement. Mais 2008, il y a eu une crise au niveau du riz qui a déboulé sur le blé, puis là, on a eu des prix incroyables de céréales qui ne permettaient pas de soutenir une production économique de viande ou de produits animaux en Amérique du Nord. Et c'est ce qu'on voit présentement, et la pandémie a ramené ça peut-être un peu plus sur le décor, mais la pandémie... En fait, rien que ressortir un phénomène qui est réellement là, c'est qu'actuellement, la demande de produits agricoles mondiale fait en sorte là, qu'il y a une déconnexion entre la production végétale et la production animale. La pandémie a fait ressortir cette problématique, mais est-ce qu'on pourrait même dire que la situation géopolitique actuellement avec l'Ukraine et la Russie, même empire les choses bien plus que la pandémie, en fait? Oui, puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que toute l'approvisionnement mondial en produits alimentaires, et actuellement, c'est les grands pays de l'Asie qui l'amènent, puis il suffit d'un sursaut quelque part qui fait en sorte que ces pays-là, d'abord, ils ont 2,5 milliards de personnes, pratiquement 3 milliards là, de gens à nourrir. Et c'est pas le même défi que de nourrir 40 millions de personnes. Alors, à 3 milliards, ces pays-là ne peuvent pas se permettre, pour des questions de stabilité politique, puis des questions humanitaires, là, tu ne peux pas permettre qu'il y ait 200 millions de personnes qui meurent de faim dans ton pays. Bien, ces pays-là ont des politiques agricoles très agressives. Quand il manque des produits, ils s'en vont les chercher indépendamment du prix, ils les subventionnent puis ils nourrissent leur population. Donc, ça veut dire que de la fin 2022 puis 2023, on peut s'attendre à des prix mirobolants pour les intrants. Oui. Puis ce qui est le cas, puis ce que la plupart des économistes prévoient, c'est que les prochaines années, ça va être des prix qui sont très, très hauts. Ce qui fait en sorte que la production ici, la production animale, ne peut pas supporter ça, à moins de faire un peu ce que Stéphane Michaud nous parlait, d'autosuffisance, c'est que les gens produisent sur la ferme les intrants, notamment quand on parle de ruminants, bien, c'est normal, c'est des fourrages. Si c'est des cochons, bien, c'est des grains. Puis c'est ça qui va soutenir la production. Puis est-ce qu'on peut dire que les fourrages, c'est un petit peu ce qui remplace le pâturage? Parce que, tu sais, dans la tête des gens, une vache, ça va au pâturage. Mais en fait, là, on est au Québec, il y a de la neige 6 mois par année, donc en fait, le pâturage, c'est plus compliqué un peu. Je pense que Stéphane Michaud nous disait que pour le bio, ils vont 3 mois par année au pâturage. Oui, mais traditionnellement, le pâturage, c'est pas beaucoup plus que 3 mois, parce que dans les premiers mois, si tu mets des vaches au pâturage, ils vont massacrer ton pâturage, c'est trop humide, puis à l'automne, les pâturages sont plus bons. En vérité, la saison... Mais c'est une image un peu bucolique, en fait, l'histoire de la vache au pâturage. Oui, mais la vache au pâturage au Canada, au Québec, c'est 3 mois, 4 mois maximum. Là. C'est ça la réalité. Là. Mais les 8 autres mois, ça prend des fourrages récoltés. Ça a toujours été ça, puis ça, il n'y a pas de problème. On maîtrise très bien. Mais je veux dire, c'est un système. Puis au Québec, n'oublions pas que la capacité, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont cette capacité-là à produire des fourrages. Peut-être qu'ici, notre principal défaut, c'est que c'est trop facile. Là, les gens ne font pas attention. Parce que ça pousse tout seul. Mais ici, on peut avoir des rendements incroyables sur les fourrages. Il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont cette capacité-là. C'est une richesse qu'on n'exploite pas et qu'on aurait tout intérêt à exploiter. Là. Il était question un petit peu aussi, peut-être pour finir, dans la chronique de Stéphane Michaud avec Éric Bernard, ils ont parlé un petit peu du choix du consommateur, savoir si le consommateur pouvait choisir son bio, comment il choisissait son lait bio. Est-ce qu'au-delà du lait bio, il y a une capacité pour le consommateur d'avoir une sorte de distinction, de savoir d'où vient son lait? Est-ce qu'il y a une facilité pour le consommateur de savoir si le lait qui n'est pas nécessairement bio vient d'une région ou d'une autre, ou est-ce que ce serait nécessaire de se rendre là un jour? Bien, d'abord, il y a une volonté du consommateur. On n'a rien qu'à voir le nombre d'émissions qui est sur la bouffe à la télé, puis un peu partout. Aujourd'hui, dans le monde de l'édition, si tu fais un succès, bien, fais un livre de cuisine, ça va être un succès. Je veux dire, il y a un appétit, là, si on peut dire ça comme ça, des consommateurs pour tout ce qui est bouffe, alimentation, donc par la bande agriculture. C'est clair que le consommateur va vouloir en savoir de plus en plus. Maintenant, la connaissance du consommateur sur l'agriculture, elle est très, très faible. Ça prend. Puis ça, il mentionne d'ailleurs. Éric, il l'a mentionné très bien. Il
ils veulent en savoir plus, puis il faut les éduquer. Ça veut dire quoi un lait bio? Ça veut dire quoi un lait qui n'est pas bio? Ça veut dire qu'il y a un paquet de choses. Pourquoi un contenant, on le met dans tel contenant, tel contenant? Il y a tellement de règles en agriculture. C'est sûr que le consommateur, il faut qu'il il faut qu'il s'éduque, là. Maintenant, c'est qui l'éduque, comment on l'éduque. Regarde, ça, Est-ce qu'il y a un rôle gouvernemental, j'imagine? Parce qu'actuellement, il y a de l'éducation qui se fait un petit peu quand même, notamment par les communications, les campagnes publicitaires de l'UPA, entre autres. Mais est-ce qu'il y a une véritable pédagogie du MAPAC ou du gouvernement depuis la pandémie, entre autres? Est-ce que ça a un petit peu changé, ça? Ouais, je pense qu'il y a une certaine volonté de la part du gouvernement. Les gouvernements essayent. Maintenant, est-ce qu'ils ont réussi? Bon, je pense pas, mais il y a quand même une volonté, puis c'est pas si simple que ça. Parce qu'on est dans une société qui a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'intérêts, chacun veut éduquer à sa façon. T'as les véganes d'un côté, t'as les bio de l'autre côté, t'as toutes sortes de philosophies, t'as toutes sortes de diètes. Chacun amène un peu son grain de sel. Là. Oui, parce qu'en fait, c'est assez tranché en général pour les pro-bio et les anti-bio, mais entre deux, il y a plein d'autres possibilités. Quand tu parles d'une vache qui mange des fourrages, en fait, elle n'est pas nécessairement bio, mais finalement, elle n'est pas nécessairement mauvaise. Je pense qu'en termes de développement durable, là, parce que on s'en va là, je pense que tout le monde s'en va là. Tout le monde, je pense que la conscience de la plupart de la population, puis des acteurs, des producteurs, je pense qu'on a une conscience qui va dans le développement durable. Le bio d'aujourd'hui est très différent du bio d'hier. Moi, à mon sens, actuellement, le bio, c'est la Formule 1 de l'agriculture. Les nouvelles techniques en développement durable sont expérimentées en premier dans le bio et se transfèrent dans le conventionnel. Écoute, il n'y a pas un producteur un matin qui est au prix des intrants, au prix des engrais, au prix des pesticides. On s'inspire du bio. On ne peut pas nécessairement faire du bio. Mais on s'inspire du bio pour un peu se libérer de l'achat d'engrais, d'herbicides. Les producteurs, je veux dire, ils sont pas heureux de payer des herbicides très chers. S'ils peuvent s'en débarrasser, ils vont s'en débarrasser. Mais tu fais comment? C'est pas simple. Merci beaucoup, Yann Turmine. Ça nous éclaircit après la chronique de Stéphane Michaud. Encore plus clair. Merci beaucoup. À bientôt.